Les compagnies aériennes recommencent à faire voler des avions à vide pour ne pas perdre leur créneau horaire, conséquence de la pandémie et de règles jugées absurdes. Avec la réouverture des écoles dans de nombreux pays européens, la demande de dépistage du Covid-19 a explosé. Hospitalisé depuis 15 jours, le président du Parlement européen David Sassoli a mis un terme à ses activités à la tête de l'institution européenne. 18 000 avions qui volent sans aucun passager. C'est ce que pourrait être obligée de faire la compagnie aérienne Lufthansa au cours de l'hiver pour conserver ses droits de décollage et d'atterrissage en Europe. Face au variant Omicron, très contagieux, le nombre de voyageurs a sensiblement baissé sur le continent, mais les compagnies ne veulent pas risquer de perdre des parts de marché. Une absurdité dénoncée par le ministre belge de la Mobilité. Organiser des vols à vide est un non-sens d'un point de vue environnemental et économique, mais également pour les compagnies aériennes qui luttent contre le Covid. Hier, j'ai écrit une lettre à la Commission européenne, mais je n'ai pas encore reçu de réponse. Mais je lui demande d'assouplir les règles afin que nous n'ayons pas d'avions vides dans le ciel. Les créneaux horaires ont une importance capitale pour les compagnies. Si elles ne les utilisent pas, ils peuvent être perdus et rachetés par la concurrence. Au plus fort de la crise sanitaire, l'utilisation des créneaux a été limitée à 50%, mais cette mesure temporaire a pris fin en octobre 2021. Si ce régime général flexible n'est pas étendu, nous serons, en tant que compagnie aérienne, obligés d'effectuer des vols inutiles. Pour Bruxelles Airlines, cela signifie 3000 vols qui pourraient être évités d'un point de vue écologique et économique, et uniquement pour sauvegarder nos droits de décollage et d'atterrissage. La présidente de la Commission des Transports du Parlement européen, Karima Delli, a saisi la Commission européenne en rappelant que l'UE devait réduire ses émissions de CO2 de 55% d'ici 2030. Avec la vague Omicron, jamais la demande pour se faire dépister du Covid-19 n'a été aussi importante en Europe. En Autriche, par exemple, des files d'attente se sont formées devant les centres de dépistage après que les familles ont été invitées à faire tester leurs enfants avant la rentrée des classes. En Italie, malgré les appels des directeurs d'école ou du syndicat des médecins à retarder le retour en classe d'au moins 15 jours supplémentaires, les écoles ont ouvert pour un nouveau trimestre ce lundi. Dans de nombreux pays européens, la réouverture des classes pose le problème du dépistage. Beaucoup de parents ont recours aux autotests. Simples d'utilisation, ils permettent de ne pas encombrer les files d'attente des pharmacies et d'alléger la charge des laboratoires. Face à une demande de tests qui explose, les entreprises ont significativement augmenté leur capacité de production. En France, le gouvernement a annoncé un plan de renforcement de la politique de test, avec notamment le déploiement de plusieurs centaines de centres de dépistage près des centres de vaccination. L'Ukraine est au centre d'une intense semaine diplomatique. La vice-première ministre ukrainienne était en déplacement au siège de l'OTAN à Bruxelles. Elle a voulu rappeler aux Occidentaux les enjeux autour de son pays, alors que les Européens et les Ukrainiens ne sont pas à la table des discussions à Genève entre les États-Unis et la Russie. Il n'y aura rien sur l'Ukraine sans l'Ukraine. Nous devons tous comprendre que les demandes russes aux alliés ne peuvent pas servir de position de négociation. Un agresseur n'est pas en position de poser ses conditions tant que les chars russes n'auront pas quitté la frontière avec l'Ukraine. Le secrétaire général de l'OTAN suit avec attention les mouvements de troupes russes à proximité de l'Ukraine. Jens Stoltenberg dit se préparer à tous les scénarios. Il accueillera mercredi un conseil entre l'Alliance et la Russie dans le but d'empêcher un nouveau conflit armé en Europe. Nous devons nous préparer à ce que la Russie choisisse une nouvelle fois d'avoir recours aux armes et à la force, de choisir la confrontation plutôt que la coopération. Kiev souhaite devenir membre de l'OTAN, mais Moscou veut empêcher par tous les moyens une telle adhésion qui, pour le moment, semble inenvisageable. Il n'y a pas à l'heure actuelle de raison technique qui empêcherait l'Ukraine de devenir membre de l'OTAN. Ses forces armées sont modernes et les forces militaires ukrainiennes adoptent de plus en plus les standards de l'OTAN. Techniquement, il y a peu de raisons d'empêcher une adhésion de l'Ukraine à l'Alliance Atlantique. Le problème aujourd'hui est politique. L'OTAN est divisée sur la question et tant que le monde politique sera divisé, j'ai peur que l'Ukraine reste dans la salle d'attente.
Dans l'expectative et hors des négociations, l'Ukraine cherche donc à faire entendre sa voix et ses intérêts, car son avenir se décide actuellement à Genève entre les États-Unis et la Russie. Le président du Parlement européen, David Sassoli, met un terme à ses activités à la tête de l'institution européenne. Son porte-parole a annoncé ce lundi qu'il est hospitalisé depuis 15 jours en Italie pour une complication grave de son état et que par conséquent toutes ses activités officielles ont été annulées. Le responsable italien de 65 ans, dont le mandat s'achève ce mois-ci, avait été admis à l'hôpital le 26 décembre en raison d'une complication grave due à un dysfonctionnement du système immunitaire. David Sassoli ne pourra donc pas présider la session plénière du Parlement européen, lors de laquelle doit se tenir l'élection pour sa succession le 18 janvier. Son groupe, les sociodémocrates, qui est actuellement la deuxième force politique dans cet hémicycle, avait renoncé à la mi-décembre à présenter un candidat. Ce qui ouvre la voie à l'élection de l'actuelle première vice-présidente du Parlement, la Maltaise Roberta Metsola. Les 7 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées, a annoncé ce lundi le service européen Copernicus d'observation de la Terre, qui note également des concentrations records de gaz à effet de serre. Les scientifiques en sont persuadés, ce réchauffement climatique contribue à la multiplication des catastrophes naturelles observées ces dernières années. Tempêtes extrêmes, dômes de chaleur en Amérique du Nord avec près de 50 degrés recensés au Canada. L'été dernier a également été le plus chaud jamais enregistré en Europe. Le mercure a frôlé les 49 degrés en Sicile. Une canicule qui a également contribué à des incendies dévastateurs, notamment dans le sud de l'Europe. Pour les experts, ces événements climatiques doivent encourager les sociétés à redoubler d'efforts pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. La dernière COP de Glasgow s'est engagée à maintenir la hausse des températures à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Plusieurs départements du sud-ouest de la France frappés par des inondations après d'importantes précipitations qui se poursuivaient ce lundi, augmentant le débit des crues. Dans les Pyrénées-Atlantiques notamment, le transport scolaire était suspendu et la circulation des trains partiellement interrompue. Par ailleurs, plusieurs centaines de foyers subissaient des coupures de courant après des chutes d'arbres sur les câbles électriques. Le président français Emmanuel Macron en déplacement ce lundi dans la région de Nice, notamment dans la vallée de la Roya, frappée il y a plus d'un an par de graves inondations qui ont fait 10 morts et 8 disparus côté français et aussi d'importants dégâts. Le tunnel qui relie la France à l'Italie sous le col de Tende est toujours fermé, ce qui affecte l'activité de la région, un tunnel dont la réouverture n'est pas attendue avant 2023. Novak Djokovic a remporté une victoire dans son duel qui l'oppose aux autorités australiennes. Un juge a ordonné lundi sa libération du centre de rétention dans lequel il avait été placé à son arrivée à Melbourne, à la suite de l'annulation de son visa. Une décision saluée par le numéro 1 mondial sur Twitter, qui dit vouloir participer à l'Open, qui débute le 17 janvier. À l'origine de ce bras de fer judiciaire, le refus du joueur de recevoir un vaccin contre le Covid-19. D'après ses avocats, Djoko a contracté le Covid à la mi-décembre, lui permettant de bénéficier d'une exemption médicale. Sa famille, satisfaite du jugement, a organisé une conférence de presse à Belgrade. Novak est libre. Novak est tout de suite allé s'entraîner. Il est allé en Australie pour jouer au tennis avant tout, pour se battre pour lui-même, pour essayer de gagner un autre Open d'Australie et pour tenter de battre un autre record qu'il poursuit inlassablement. D'après un avocat du gouvernement australien, Novak Djokovic peut encore être expulsé, ce qui aurait pour conséquence de lui interdire toute entrée sur le territoire pendant 3 ans. Le pays a imposé de strictes restrictions aux frontières depuis 2 ans pour lutter contre la pandémie. C'est une belle victoire pour Cameron Smith qui a remporté le tournoi des champions, première épreuve de l'année dimanche à Hawaï, avec le record du score le plus bas de l'histoire du PGA Tour, -34. Une victoire méritée pour l'Australien qui a été en tête de l'épreuve après chacun des 4 tours et qui a surtout contenu le meilleur golfeur actuel, Jon Rahm, qui avait recollé à ses côtés en tête du classement la veille. Preuve du niveau de jeu très élevé lors de ce tournoi, Jon Rahm finit l'épreuve à -33. Derrière lui, l'Australien Matt Jones finit 3e avec -32.